Bonjour à tous, notre invité s'appelle Yannick, on a le plaisir de le recevoir ici parmi nous pour qu'il puisse nous présenter son livre Au-delà les murs pour une interview à cœur ouvert. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Bonjour, bien. Merci de ta présence, ça fait plaisir de te recevoir en tout cas. Merci de m'accueillir et de m'avoir invité. C'est un réel plaisir. Je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Yannick, si tu le veux bien. Bien sûr. Donc je m'appelle Yannick Deslandes, je suis un ancien détenu, j'ai passé 22 ans de ma vie en prison. Je suis sorti il y a 5 ans, donc depuis 5 ans j'ai totalement changé de vie et aujourd'hui je témoigne régulièrement et j'essaie d'intervenir pour faire de la prévention et pour témoigner de mon parcours. Ta mère est grecque, ton papa est normand. Oui. Dans quel environnement tu as grandi? Je suis né dans le quartier de Barbès, donc dans le 18e arrondissement de Paris. Ma mère donc était femme de ménage, mon père était pâtissier, mais bon, il était surtout alcoolique et très absent. J'étais vraiment laissé à moi-même. Hein. À l'âge de 6 ans, des fois, je rentrais, il était minuit, on traînait dans le quartier. Enfin voilà, c'était une famille assez éclatée quand même, beaucoup de violence à la maison et dans un quartier, voilà, qu'est-ce qu'il était, un quartier populaire, comment on appelle ça. Effectivement, déjà même à l'âge de 6 ans, tu rentrais tard le soir jusqu'à 22h minuit. T'essayais un peu de fuir l'environnement familial ou t'avais trouvé peut-être une deuxième famille à l'extérieur? Non, pas encore en fait. C'est surtout comme mon père était alcoolique, quand il rentrait le soir, il était complètement bourré, c'était des insultes et pour attirer un petit peu les foudres vers moi pour qu'il épargne un petit peu ma mère qui était fatiguée parce qu'elle avait 5 emplois. Voilà, c'était les coups qui pleuvaient. Puis alors souvent, à partir de l'âge de 6 ans, je traînais un peu plus tard le soir, j'attendais en fait qu'il soit endormi, qu'il soit tellement bourré, tellement qu'il soit vraiment endormi pour pouvoir rentrer. Donc il m'arrivait de rentrer jusqu'à 11h, minuit régulièrement. Puis du coup, la journée, je dormais à l'école, quoi. Et tu faisais quoi le soir quand tu étais dehors, Yannick? Franchement, tu t'occupais comment? Avec qui t'étais? Parce qu'avec des grands, je pense qu'à l'extérieur, comment t'arrivais à trouver ton petit chemin au milieu de tous ces gens-là que tu côtoies pas la journée, on va dire? Barbès, à l'époque, c'était un peu comme un petit village. Il y avait énormément de monde dans les rues. Il y avait vraiment toutes sortes de trafic à l'époque. Tout le monde savait que j'étais un petit gamin du quartier, donc c'est vrai que j'étais accueilli. Enfin voilà, je pouvais manger avec les uns, les autres. Puis je voyais un petit peu tout ce qui se faisait dans le quartier, hein. Les vols de mobylettes, les échanges d'une main à la main, il y avait de la drogue, je ne savais évidemment pas ce que c'était à cette époque-là parce qu'on n'en parlait pas, mais il y avait quelque chose de chaleureux quand même dans ce quartier. Tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait. Je me sentais en tout cas le bienvenu, peu importe le bar ou le restaurant dans lequel je passais, je me sentais accueilli. T'avais 8 ans à cette époque-là, encore une fois. Ça commençait à 6 ans, après 6 8 ans, voilà. Jusqu'à l'âge de 8 ans, c'était ça en tout cas, oui. Et à l'âge de 8 ans, tu as été dans un foyer orthodoxe, justement. Ouais. Un peu sévère. Ouais, très sévère, même. Comment, on va dire, tu voyais les choses à cette époque? Parce que tu étais tout jeune, tu avais 8 ans, on n'avait pas forcément la même perception de la vie comme on a aujourd'hui. Mais comment tu voyais les choses à cette période? Quand j'ai eu mes 8 ans, il y a eu un signalement de l'école auprès des juges des enfants, puisque je dormais à l'école et donc j'avais aucune scolarité. Le juge a décidé de me placer et ils avaient trouvé un foyer grec. Donc comme ma mère était d'origine grecque, il s'était dit que voilà, que ça pouvait être un bon compromis. Donc j'étais mis dans ce foyer en banlieue parisienne. On était 200 jeunes dans ce foyer. Donc il y avait une partie assez rigide puisque c'était tenu par des curés orthodoxes. Et la journée, on allait dans une école française. Sauf que, en fait, très rapidement, plutôt que de sentir une bienveillance de la part de ceux qui nous accueillaient, enfin, qui étaient là en tout cas pour nous accueillir, ça a été très très rapidement des coups. En fait, exactement ce que j'avais chez moi. Des coups de bâton, des coups de ceinture, et du coup, j'étais tout le temps enfui. De l'âge de 8 ans à l'âge de 12 ans, il n'y avait pas une semaine où je ne fuguais pas. Donc j'étais, encore une fois, laissé à moi-même dans la rue, quoi. T'en voulais à la terre entière à cette époque-là, pardon? J'en voulais à la terre entière, parce que j'avais l'impression d'être puni pour des fautes que je n'avais pas faites. J'avais l'impression d'être rejeté, j'avais l'impression d'être abandonné. Je ne comprenais pas pourquoi on m'éloignait de ma famille, parce que même si le climat familial n'était pas terrible, ça restait ma famille quand même. Bien sûr. Et au bout d'un moment, en fait, on commence à se poser la question, on a l'impression qu'on est responsable finalement de tous les maux de la famille. Et puis du coup, c'est comme ça qu'on commence à fumer son premier joint, à suivre en tout cas tout ce qu'on nous propose, en tout cas pour essayer d'oublier, pour essayer de compenser. Et justement, tu as trouvé un ami de cœur là-bas, Constantin. Oui. Pourrais-tu nous parler de lui? Oui, en fait, dès le départ, hein, j'avais rencontré un jeune de mon âge, Constantin, qui avait un petit peu les mêmes traumas que moi, dans le sens, lui, il n'avait pas connu son père, donc il avait vécu seul avec sa mère. Il vivait très mal le placement.
Et du coup, comme il acceptait pas la violence du foyer, qu'il acceptait pas d'être éloigné de sa mère, bah, on fuguait tout le temps ensemble. Donc c'est voilà, on était deux petits gamins de 6 ans, de 8 ans, 9 ans, 10 ans. On se barrait, on marchait dans les champs, sous la pluie, on dormait l'un contre l'autre pour essayer de se tenir un petit peu chaud. Sur l'herbe, dans la rue, hein. Ouais, dans Dehors, l'herbe, en fait. dans la rue, sous la pluie parfois. Puis à un moment donné, on s'était même fait le petit rituel frère de sang, on s'était fait une petite coupure, on s'était mélangé notre sang en disant bah voilà, qu'on serait frère de sang pour la vie. C'était vraiment quelqu'un de très 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 proche. C'était vraiment comme un frangin. Voilà, j'avais enfin l'impression d'avoir trouvé une famille. Et du coup, on a vécu vraiment plein de choses ensemble. Et au bout de la 4e année, chaque année en fait, on partait avec le foyer en Grèce pendant l'été. Et la 4e année, bah, j'ai eu la surprise de voir qu'il n'était pas là. Mais par contre, il y avait sa mère qui était dans la foule à l'aéroport. Et au retour de vacances, elle était encore là, donc dans la foule. Puis en fait, j'ai appris qu'il était décédé. À l'âge de quel âge? À l'âge de 12 ans. De 12 ans. De 12 ans, oui. Qui repose en paix en tout cas. Franchement, ça t'a fait. Ça m'a un peu beaucoup bouleversé. affecté jusqu'à aujourd'hui, oui, tout à fait. C'était ton frère justement. Vous C'était avez vraiment un partagé frangin. beaucoup de choses. Exactement. Et vous vous suivez dans le foyer justement orthodoxe où vous étiez ensemble. On était tout le temps ensemble, que ce soit à l'école, Vous que ce soit dans les supportez. cours. De toute façon, on était en fugue quasiment tout le temps. Donc vraiment, toutes nos fugues, on les a fait ensemble. Toutes nos premières conneries, on les a fait ensemble. Mais c'était vraiment quelqu'un avec qui on pouvait parler parce qu'on vivait vraiment les mêmes choses. On avait le même langage, on avait les mêmes souffrances, on avait les mêmes objectifs de jeunes, hein, de gamins qu'on était. Et il est mort comment? En fait, sa maman avait fait un repas qui était légèrement brûlé. Il a mangé, il a rien dit à sa mère. Du coup, il a dit que c'était bon. Sa mère l'a resservi, il a encore mangé. Puis à un moment donné, bah, il allait vomir. Et il a voulu ravaler, c'est parti de travers, il s'est étouffé. D'accord. Ok, qui repose en paix. C'est malheureux. Surtout en plus, il est mort à un jeune âge quand même. À 12 ans. Ça doit être traumatisant pour ses proches aussi. Bien sûr, c'est sa maman, elle était cœur très avec eux affectée. parce qu'on peut pas oublier une mort, même si ça fait des années, on va dire. Ah non, c'est toujours très présent, clairement. Et justement, c'est là où tu as commencé à te droguer, Yannick? On avait À l'âge de commencé, 16-17 ans, si je me trompe en pas. fait, un petit peu plus tôt. En fait, à l'âge de 10 ans, j'avais commencé à fumer la cigarette. À l'âge de 12 ans, quand je suis parti de ce foyer, je suis retourné dans le quartier à Barbès. Et là, j'ai fréquenté les amis de ma grande sœur, donc qui étaient au minimum 3 ans plus âgés que moi. Et il y en avait qui étaient très très âgés par rapport à moi. Et là, j'ai découvert le cannabis, donc j'ai commencé à fumer. À l'âge de 14 ans, il y avait une nouvelle drogue qui était arrivée. À l'époque, on n'en parlait pas. C'est pas comme aujourd'hui, c'était pas médiatisé. On savait même pas que ça s'appelait de la drogue d'ailleurs. Je me suis retrouvé dans un appartement où on était une vingtaine à peu près. Et je les ai vus, ils avaient pris un disque, un 33 tours. Et ils avaient versé une poudre blanche dessus et ils s'étaient fait des traces et chacun avait sniffé, sauf moi, puisque j'étais le seul gamin. Et ils avaient dit que le gamin que j'étais n'avait pas le droit à ce genre de choses. Et ensuite, on est parti dans Paris, c'était en plein hiver, un hiver glacial. Et je les voyais tous, ils avaient chaud, ils étaient en t-shirt. Moi, j'étais avec ma doudoune, je suis complètement frigorifié. Et j'étais très très timide à l'époque. Et eux, je les voyais, ils n'arrêtaient pas de parler grâce à ce produit qu'ils avaient pris. Et on a traversé Paris dans tous les sens, j'étais épuisé, ils avaient la forme. Donc ils avaient la pêche, puis dans ma tête, je me dis, mais c'est un truc magique en fait. T'es plus timide, t'as chaud, t'es pas fatigué. Mais T'as de l'adrénaline. Voilà, enfin, à l'époque, on mettait pas encore ces mots-là. D'accord. Mais en tout cas, l'effet que je voyais que ça leur faisait, forcément, ça donnait envie. Alors au début, j'avais pas le droit, jusqu'au jour où il leur manquait de l'argent pour acheter du cannabis, enfin, où j'avais de l'argent pour acheter du cannabis, et il manquait à 2 de mes potes de l'argent pour acheter l'héroïne. Et ils m'ont dit, écoute, si tu veux, mets ton argent avec nous, puis du coup, on te fera tourner. Puis du coup, j'ai goûté mon premier âge, j'avais 14 ans. Et puis après, ça a continué. Après, c'était un cercle vicieux. Après, en plus, on a eu l'opportunité d'avoir de l'héroïne gratuitement pendant plus de 2 ans. Donc, tout le monde consommait. Comment ça se fait? En fait, ils avaient connu un gars qui a démarré, qui est devenu grossiste en très très peu de temps. Et il laissait son héroïne chez mon pote dans une boîte cadenassée. Mais mon pote avait le double des clés. Et comme le gars ramenait à peu près 3 fois 2 kilos par semaine, donc c'était renouvelé, donc le peu qu'on pouvait consommer, ça ne faisait aucune différence. Et ça a duré 2 ans jusqu'à l'arrestation de ce mec. Ça t'a pas facilité, on va dire, en quelque sorte. Maintenant que c'était plus accessible pour toi, je pense que tu prenais ça un peu plus souvent. On en prenait tous les jours. Prenait tous les jours, à un point où on savait même pas qu'on pouvait être en manque. Parce qu'on en avait vraiment tellement tout le temps qu'on s'en rendait pas compte. On dormait tous dans cet appartement, donc on se levait, même dans la nuit, des fois on consommait, c'était vraiment en continu. Et à un moment donné, tu as senti une dégradation en toi? Il n'y a pas une alerte qui t'ait dit il faut que j'arrête, ou là j'en prends un peu plus souvent que d'habitude? Il n'y a pas une petite voix qui t'a un peu
adouci dans ta façon de faire, on va dire? Non, parce qu'à l'âge de 14 jusqu'à l'âge de 16 ans, on est encore un gosse. Puis il y avait tellement de mal-être en moi que ça, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Puis on s'en rend pas compte parce que j'avais pas besoin de trouver d'argent, j'avais pas besoin de courir sur des plans pour essayer d'acheter les produits puisqu'ils étaient sur place. J'avais même pas eu le temps de connaître le manque puisqu'on en avait tout le temps, tout le temps. Donc du coup, je m'en suis pas rendu compte. On s'est rendu compte, bien sûr, qu'on mangeait un peu moins parce que ça coupe l'appétit. Mais enfin voilà, déjà à partir du moment où ça mettait un pansement sur nos souffrances intérieures, bah forcément, on réfléchissait pas plus loin. Ça restait quand même Ça un soulageait en médicament quelque sorte. complètement. Ouais. Le temps que, on va dire que la défonce elle redescende, après c'est rebelote, tu dois en reprendre, C'est ça, on pour faire reprenait, on oublier. reprenait. Tu prenais de la drogue pour oublier un petit peu ton quotidien? En fait, même si je le comprenais pas sur le moment, je l'ai compris bien après quand j'ai travaillé sur moi-même, que j'ai suivi une thérapie. En fait, bah, j'avais un sentiment d'abandon qui était tellement fort, donc ça m'empêchait de le ressentir. D'accord. Il y avait bah, toutes les choses de mon enfance, hein, que ce soit familial, que ce soit les foyers, enfin tout ce que je traînais derrière moi. C'était vraiment un pansement qui me permettait de pas ressentir ces choses-là, de pas les penser, de pas en souffrir. Mais j'ai commencé à réaliser les choses, c'est bah, quand j'ai eu mes 16 ans que le grossiste est tombé. Parce que là, effectivement, on s'est retrouvé du jour au lendemain bah, sans produit. Et là, on s'est tous rendu compte qu'on était en manque. C'est là qu'on a compris bah, le prix, le manque, la déchéance, hein, voilà, qui est arrivé après bah, dans les semaines qu'on suivi. Et c'est là où tu as commencé à faire plus de délits peut-être pour maintenant subvenir, on va dire, à ta dépendance au niveau de la drogue. Tout à fait, bah, c'est là qu'on a Plus. commencé à faire des cambriolages, des vols Ouais. de voitures, bah, voilà, pour trouver de l'argent, pour pouvoir fournir en tout cas nos consommations. D'accord. Et justement, tu as eu beaucoup de décès dans ton entourage suite aux overdoses. Ouais. Comment tu peux nous expliquer cela? Ben, au début, encore une fois, non, on savait pas de fin. On n'en parlait pas à la télé, donc je savais même pas qu'on pouvait en mourir, je savais même pas qu'on pouvait être en manque avant de le vivre, je ne le savais pas. Le premier décès qu'il y a eu dans notre entourage, c'était un gamin qui était bien plus âgé que moi, il avait décroché, et quand il a eu ses 18 ans, bah, il a voulu se refaire un shoot juste pour se rappeler un petit peu les effets. Il est tombé sur un mauvais produit, il a fait une overdose. Ça a été le premier décès. Et ensuite, ça s'est enchaîné vraiment les uns derrière les autres. On était 50, une équipe d'une cinquantaine de gars. Et il y a eu des overdoses, il y a eu des arrêts cardiaques, il y a eu vraiment au fil des années, bah, voilà, tout le monde est parti les uns derrière les autres. Ça t'a pas freiné à un moment donné, par exemple, tu t'es dit, bah, je suis peut-être un mauvais coton, vu qu'il y a beaucoup de décès quand même dans mon entourage, c'est pas une drogue, on va dire, à prendre à la légère. Il n'y a pas un moment donné où tu as voulu, par exemple, arrêter, de peur, par exemple, de finir, entre guillemets, malheureusement, comme certains de tes proches? En fait, sur le moment, on pense jamais à ça, parce qu'on se dit toujours, ça arrive qu'aux autres. C'est comme le mec qui fume une cigarette, on sait que le cancer est là, on sait qu'il y a 80 000 morts par an en France, bah, on se dit toujours, ça arrive qu'aux autres, en fait. C'est pas en tout cas ce qui fait arrêter. Ce qui fait arrêter, par contre, oui, c'est quand on commence à dépérir, quand on commence à moins se laver, quand on commence à se rendre compte que finalement, dans ce clan qu'on était, bah, le produit passe avant tout. Il passe avant même l'amitié. La première fois où vraiment je me suis senti trahi par bah, les amis proches, je suis parti de chez eux en manque, j'ai traversé tout Paris en manque, en plein hiver, je suis arrivé chez moi, j'ai réveillé ma mère et mes sœurs. Et pour la première fois, je leur ai dit, voilà, il faut que je vous parle, il faut que je vous dise quelque chose. Ça fait 2 ans que je me drogue. J'avais commencé à me shooter. Je leur ai montré mes bras. Ma grande sœur l'a très mal pris, donc on s'est fâché. Et ma mère bah, m'a accueilli. Elle m'a accueilli. Je lui ai dit que ça allait être très compliqué les premiers jours. Ma petite sœur s'occupait de moi, elle m'enlevait la sueur, elle me couvrait quand je tremblais. Enfin, vraiment, ils se sont vraiment occupés de moi. Et puis, c'est en tout cas la première fois où j'ai décroché. Et justement, ta soeur, malheureusement, s'est droguée par rapport à une histoire, on va dire, où tu vendais des voitures avec une personne, et avec un homme, entre guillemets, et qui l'a un peu mis dedans. C'est bien ça? C'est ça, en fait, par la suite, donc, bah, j'ai replongé de toute façon dans la cam. Et puis, j'ai fréquenté des braqueurs, donc, à qui je fournissais des véhicules lorsqu'ils montaient sur les braquages. Ma grande sœur les a fréquentés, elle est tombée amoureuse d'un de ces braqueurs. Et il consommait également de l'héroïne blanche. Et puis, à un moment donné, elle a commencé à consommer. À un moment donné, bah, elle a fait un arrêt cardiaque. Elle est décédée, elle avait 23 ans. Et c'est justement, malheureusement, qu'elle repose en paix. Tu l'as appris lorsque tu étais en prison? Je l'ai appris quand j'étais en prison, puis pour moi c'était vraiment un gros échec parce que pendant mes incarcérations précédentes, elle avait arrêté l'héroïne, elle était tombée dans un médicament qui se vendait à Châtelet-Léal, qui s'appelait les Kounous à l'époque. C'est un cachet qui détruisait les gens vraiment en 6 mois. Les gens ne savaient même plus comment il s'appelait. Il y a eu beaucoup de morts en région parisienne à cause de ça.
Et quand j'ai revu ma sœur, elle savait même pas qui j'étais, elle m'a même pas reconnu. Du coup, j'ai pris la décision. Moi, j'avais tout arrêté. Hein. J'ai tout arrêté pendant 2 ans, de mes 18 à mes 20 ans. Et je l'ai prise chez moi, je l'ai menottée chez moi, juste pour la faire décrocher, pour la mettre dans l'héroïne. Donc j'ai commencé à vendre de l'héroïne parce que je savais que l'héroïne c'était plus simple à arrêter en tout cas que ces médicaments-là. Et j'étais arrêté pour trafic de stupéfiants. Et pendant que j'étais en prison, donc elle était retombée dans ses cachets, elle en est décédée. Et justement, en fait, tu as fait beaucoup de choses pour ta sœur à ce moment-là. Tu lui as payé son loyer, en fait, tu t'occupais d'elle en quelque sorte comme un grand frère que tu étais. Justement, tu as endossé ce rôle et parfaitement, on va dire, tu as tout fait pour qu'elle se remette sur le bon chemin, on va dire. Et ça, c'est tout à ton honneur. Mais en faisant les mauvais choix quand même. On va dire, indirectement, tu l'as dirigé, mais c'était pas forcément ce que tu voulais à la base. Donc, des fois, il y a des choses dans la vie qu'on peut pas contrôler forcément. Mais en tout cas, tu as essayé en tout cas de réparer ton erreur, je pense. Bien sûr. Mais quand je dis indirectement en faisant les mauvais choix, c'est que, en fait, si j'avais pas vendu cette drogue pour lui fournir, pour la sortir de ses cachets, j'aurais pu être présent en tout cas. Et c'est en étant présent que j'aurais pu l'aider. La réalité, c'est juste que j'étais incarcéré à cause de ce mauvais choix. Et forcément, je n'étais pas là quand il est décédé. Et justement, tu as commencé à lire ton premier livre en prison, à l'âge de 22 ans. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de lire ton premier livre? Tu étais en quête d'histoires un peu qui ressemblaient un petit peu à la tienne, ou c'était vraiment tu partais à l'aventure, découvrir d'autres choses, découvrir d'autres histoires, d'autres personnages par exemple? Au tout début, c'est que j'étais incarcéré à la prison de la santé et j'avais entendu parler de l'antenne toxicomanie. Donc je me dis de toute façon j'ai rien à perdre. Donc j'y suis allé, j'ai rencontré une psychologue qui s'appelait Catherine, avec qui vraiment le courant est très bien passé et on a commencé à travailler sur ma propre histoire. Sur ce que je ressentais, sur mon enfance, voilà, sur tout ce que je pouvais traîner derrière moi. Et c'est pendant ces moments de thérapie que cette psychologue m'a emmené mon tout premier livre, c'était Le Parfum. J'ai commencé un petit peu à lire, voilà. Puis du coup, je suis rentré dans l'histoire. Puis j'ai vu que finalement, j'étais capable de lire, même si j'avais vraiment de très très grandes difficultés de lecture. D'un livre, je suis passé à un deuxième, puis à un troisième, et à un moment donné, j'ai fini par tomber sur un livre d'un ancien détenu. D'accord. Bon, quelques années après, quand même, il s'est passé un petit peu de temps. Et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis vraiment retrouvé à travers ce mec parce que il y avait une enfance, il y avait des coups, il y avait des coups, il y avait un père qui était un vrai tyran, il y avait les placements au foyer, il y avait l'errance très jeune, il y avait la prison évidemment et la délinquance. Et quand j'ai lu son histoire, je me suis dit un jour quand même, il faudra que j'écrive mon histoire. Ça a été vraiment le point de départ en tout cas. Un déclic. Un déclic complet, ouais. D'accord. Et même, justement, est-ce que ça a été un exitoire pour toi de lire les histoires un peu similaires à la tienne? Est-ce que tu as lu justement des histoires similaires à la tienne lorsque tu étais en prison? J'en ai lu plusieurs, et parce qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte en fait, que on n'arrive pas en prison par hasard. C'est pas pour rien si 60% des détenus sont passés par l'aide sociale à l'enfance. C'est un cheminement, en tout cas, qui est assez fréquent. Et le fait de lire les histoires des autres, en fait, ça m'a déjà permis de comprendre que je suis pas un cas isolé. On est plusieurs à avoir vécu des choses similaires, mais en même temps, ça m'a aussi permis de trouver des réponses aux questions que je pouvais me poser et de voir finalement que c'était pas une fin en soi, qu'il y en a qui arrivaient à s'en sortir, qu'il y en a qui arrivaient à se reconstruire, et il y en a qui arrivaient à mettre des mots sur les douleurs qu'on avait. Donc ça m'a vraiment permis d'avancer en tout cas. Ok, ce qui t'a vraiment poussé, on va dire, par la suite à écrire ton premier livre, à raconter pas ta propre histoire. Bien sûr, complètement. Donc c'est vraiment ça c'est ça qui est passionnant. Tu es passionné par lire ou écrire des bouquins, par la lecture, par la littérature. Est-ce que tu es passionné? On peut dire est-ce que c'est une passion pour toi? Oui, c'est devenu une passion parce que je me suis rendu compte que déjà ça permet d'apprendre du vocabulaire, ça permet d'apprendre à s'exprimer et ça permet aussi de ne pas rester enfermé sur sa propre vie, mais de découvrir qu'il y a tellement d'autres vies autour de nous. Ça permet aussi de rentrer dedans et de voir un petit peu ce qui se passe chez les autres. Ça permet de retrouver de l'espoir, ça permet de trouver des réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Et c'est aussi tout ça qui m'a poussé à écrire mon livre, parce que je me suis dit déjà que je le devais à mes enfants. Parce que même s'ils connaissaient les grandes lignes de mon histoire, il y a forcément plein de questions qui pouvaient se poser et auxquelles ils n'avaient pas les réponses. Ça a été aussi le fait que j'ai voulu prendre une revanche sur la vie. Je suis arrivé en prison, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, j'étais un camp, qu'on me disait que j'étais un bon à rien. Et j'ai cru que j'étais un bon à rien. Et finalement, de pouvoir dire toutes ces années après, j'ai écrit mon livre, j'en étais capable, j'en suis super fier. Et tout seul, même si je l'ai fait lire par plusieurs personnes par la suite, que j'ai pris en compte les conseils qu'on m'a donnés pour le retravailler et tout, mais je l'écris tout seul.
Et en même temps, enfin, à travers ce livre, j'avais beaucoup de messages à faire passer. Le fait qu'au-delà de ces murs, c'est avant tout des individus avec des parcours, avec des qualités, avec des défauts, avec des sentiments. Le fait de pouvoir dire aussi qu'il n'y a pas d'âge pour s'en sortir. Le fait de dire aussi que la délinquance n'est pas une fin en soi. On est capable, on peut s'en sortir. Et je suis pas le seul, on est quand même nombreux dans ces cas-là. Et c'est important de le partager pour redonner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Et bah c'est super. Et tu as trouvé d'autres passions à la prison, en prison, pardon. Tu as trouvé d'autres passions que tu soupçonnais pas à l'extérieur? Oh, il y en a eu quelques-unes. La lecture? Il y a eu la lecture, il y a eu l'écriture, beaucoup. J'ai appris l'informatique en prison, donc je passe beaucoup de temps pour faire des diaporamas, pour faire des montages, des choses qui m'ont passionné. J'ai appris le dessin aussi. T'as passé des diplômes même justement? J'ai passé beaucoup de diplômes. En fait, j'étais arrivé dans la cellule avec un détenu de longue peine qui m'a vraiment encouragé à faire une remise à niveau, à me dire ne crois pas tout ce qu'on t'a dit à l'école, t'es capable de plein de choses. Enfin, vraiment, il m'a beaucoup encouragé. Il m'a parlé d'une association Auxilia, c'est des bénévoles, des anciens profs bénévoles qui donnent de leur temps gratuitement donc pour aider les détenus à se remettre un petit peu dans le bain. Et à la différence de l'école traditionnelle, c'est que c'est pas à nous de se mettre au niveau de la classe, c'est eux qui se mettent à notre niveau. Ils nous prennent au niveau qu'on est. Et du coup, j'ai fait une remise à niveau, j'ai passé le plus petit diplôme, le CFG, puis le brevet des collèges, puis un CAP, un BEP, un DAU. Voilà, en tout cas, t'as passé beaucoup de diplômes en prison, justement. Après, j'ai fait des perfectionnements, oui, j'ai passé pas mal de choses. Ça m'a surtout permis déjà de reprendre confiance en moi. Ça m'a appris, bien sûr, à lire, à écrire et à comprendre beaucoup de choses. Mais surtout, c'est vraiment pour reprendre confiance en soi que c'est vraiment important. Parce qu'on se rend compte que finalement, on aurait pu faire plein de choses. Si on nous avait laissé croire qu'on en était capable, on aurait été capable de faire plein de choses. C'est vrai. Et tu n'as pas passé que des diplômes en prison, heureusement. Tu t'es aussi marié 2 fois. Ah oui. C'est magnifique. Enfin, déjà, franchement, c'est un privilège, je pense, de se marier en prison, quand on est en prison, de trouver une âme sœur qui nous accepte comme on est, avec nos problèmes, avec nos qualités comme nos défauts. Comment ça s'est passé pour toi, justement, ce mariage en prison? Alors la prison m'a permis beaucoup de choses. En fait, quand j'étais en prison, j'ai toujours refusé de voir ma vie s'arrêter. Pour moi, c'était important que la vie puisse continuer. Donc il y a eu ces 2 rencontres. La première rencontre s'était faite à l'extérieur. C'est poursuivi en prison jusqu'au moment où on a décidé de se marier. Bon, ça a été un petit peu particulier, puisque quand on s'est marié, c'est parce que ma femme avait été inculpée dans la même affaire que moi. Donc on lui avait interdit le permis de visite. Et comme je suis une tête de mule, je me suis dit, écoute, puisqu'on veut pas nous laisser nous voir, en fait, on va se marier, parce qu'au mariage, on sera obligé de nous voir, et ça, on peut pas nous refuser. Si on nous enlève pas le permis, c'est pas grave, on divorcera. Comme ça, on se reverra au divorce. Puis on se remariera, comme ça, on pourra encore se revoir. Et puis, le juge a vu qu'on était vraiment entêtés, puis finalement, il a décidé de laisser les permis de visite au moment du mariage. Donc voilà, pour moi, c'était quand même un engagement. C'était un engagement, c'était quelque chose aussi de précieux, de voir que c'était un engagement de 2 personnes, pas que de moi. C'était de voir aussi que ma femme avait vraiment envie de s'engager avec moi, avait envie de construire des choses avec moi, et donc c'était vraiment quelque chose de précieux. Et puis d'ailleurs, on a eu un enfant aussi qui a été conçu en prison, donc un garçon qui a maintenant 17 ans. Puis après, on a divorcé parce que mon ex-épouse s'est dit que le rôle de maman n'était pas compatible avec celui de femme de voyou. Et on va dire, avec cet enfant et ce mariage, on va dire, ça t'a pas donné l'envie de tout arrêter et de recommencer une vie normale, dans l'honnêteté la plus totale? Alors sur le moment, oui. En fait, quand mon épouse est tombée enceinte, elle s'y attendait pas. Quand elle est venue me voir au parloir, qu'elle m'a montré son test de grossesse, donc en m'expliquant qu'elle était enceinte, elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, dans ma tête, c'était clair, je voulais un enfant. Parce que j'avais déjà une fille que j'avais pas pu élever, qui avait été conçue à l'extérieur. J'avais envie de vivre ma paternité, j'avais envie de connaître ça, et je me suis, de toute façon, je pense que j'avais fait mon parcours dans la délinquance, j'avais plus rien à attendre de cette vie-là. Je lui ai dit que je voulais qu'on garde cet enfant et que moi j'étais prêt à tout arrêter. Donc du coup, on a pris cette décision. Donc j'ai commencé à bosser, c'est là que j'ai continué à passer des diplômes, j'ai commencé à faire des formations professionnelles, enfin vraiment j'ai commencé à regarder la vie autrement. Donc, après il y a aussi la patte du gain qui rentre en jeu aussi, tu vois, je pense. Sur ce moment-là, non. À ce moment-là, non, vraiment, j'étais vraiment décidé. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais été accusé à tort de quelque chose que j'avais pas fait. Pendant l'enquête, mon épouse a été placée en garde à vue alors qu'elle était enceinte. Et pendant cette garde à vue, c'est là qu'elle s'est dit, en fait, le rôle de maman n'est absolument pas compatible avec celle de femme de voyou. Et comme elle s'était engagée de jamais rompre pendant une détention, elle a attendu le jour où je suis sorti pour me dire, en fait, c'est juste fini. Tous mes sentiments, ils sont reportés sur notre enfant. Et pour moi, c'est plus compatible. Donc, je lui ai rappelé que j'avais changé.
que j'étais pas responsable de ces fausses accusations, et que moi de cette vie-là, j'en voulais plus, que j'étais vraiment un homme nouveau. Voilà, les dés étaient déjà jetés, c'était trop tard, et bah du coup, comme je suis en cours encore une longue peine, parce que j'étais en préventive, bah j'en suis séparé, puis je me suis mis en cavale, je suis parti à l'étranger, et puis alors là, c'était l'escalade. Et puis justement, Yannick, comment t'es passé de la petite délinquance à la grande délinquance? Au départ, ma première peine de prison, ça a été 8 jours, j'avais 16 ans. Quand je suis arrivé en prison, donc j'y connaissais évidemment rien, il y avait une appréhension forcément, parce que bah, la prison, ça donne pas une image de vacances. Et puis, pendant ces 8 jours, en fait, je me suis juste rendu compte qu'il y avait plein de mecs de mon quartier qui étaient là, plein de gens que j'avais connus aussi dans les foyers, et que finalement, pour moi, bah, c'était pas pire qu'un foyer. La différence, c'est que là, je recevais pas de coups de la part des surveillants. Puis 8 jours, c'est tellement court que bah, on n'a pas le temps de souffrir de l'enfermement. Donc du coup, ça a enlevé la peur. D'accord. Ensuite, j'ai fait des petites peines de quelques mois, 6 mois, 1 an, pour les petits trafics que je faisais, les vols de voitures, des petits cambriolages. Et puis progressivement, quand je suis sorti de la consommation des produits, j'étais parti sur La Rochelle, j'ai redémarré une nouvelle vie sans consommation. Et là, j'ai grimpé assez vite dans le trafic de stupéfiants. Et j'étais arrêté pour quelques kilos de cannabis, j'avais une arme à feu, j'avais des faux billets. Et je suis arrivé en prison. En prison, tout se sait très très vite. Et donc, ça a vite fait le tour. Bah, déjà que j'étais quelqu'un qui parlait pas, puisque évidemment, je suis tombé tout seul. Donc, les raisons pour lesquelles j'étais incarcéré. Et de là, il y avait deux personnages dans cette prison. C'était un ancien braqueur et l'autre, c'était un ancien trafiquant. Qui est de 20 ans mon aîné. Bah, il m'a approché tout simplement en me disant bah tiens tu vends quoi comme produit, enfin voilà, et puis donc il m'a expliqué lui sa carrière dans les stupéfiants. On a gardé les coordonnées, on a échangé de coordonnées, puis quand je suis sorti il m'a mis en contact avec des amis à lui, puis alors là voilà c'était parti donc pour la grande délinquance. D'accord. Tu savais où tu mettais les pieds à peu près? T'avais déjà autour de toi des gens qui étaient déjà dans la grande délinquance? Ou t'es parti entre guillemets, on va dire, à l'aventure, tu découvrais un peu au fur et à mesure? Non, t'as fréquenté déjà bien sûr, j'avais déjà connu bah, l'équipe de braqueurs, donc pour qui je fournissais des voitures. Même pendant mes petites peines, j'avais quand même rencontré des gens en prison, même si on n'était pas resté en contact. Enfin voilà, j'avais quand même côtoyé des beaux mecs, comme on appelle ça. Là, c'était vraiment des propositions dans le domaine dans lequel je m'étais engagé, c'est-à-dire le trafic de stupéfiants, dans lequel j'étais assez à l'aise. Et bah, c'est ce qui me manquait en fait, c'était les adresses pour avoir des meilleurs prix, pour avoir des quantités, pour avoir des crédits s'il y avait besoin. Donc là vraiment ça a été, bah, voilà, c'était l'escalade quoi, clairement. Et c'est là où tu es passé du CD par exemple, ou vraiment à la maison d'arrêt, à la centrale pardon. Tu es passé du CD à la centrale, on va dire, c'est quoi la différence entre les deux? Ouais, je suis même passé de la maison d'arrêt à la centrale, parce qu'en fait, la maison d'arrêt, c'est les établissements pour lesquels on met les peines de moins de 2 ans, ou toutes les personnes qui sont en attente de jugement. Le centre de détention, ce qu'on appelle le CD, c'est pour les peines de 2 ans, ça va jusqu'à peu près les peines de 10 ans. Et les maisons centrales, généralement, c'est pour les peines de plus de 10 ans, donc jusqu'à la perpète, ou alors vraiment quand il y a des profils de personnes avec des risques d'évasion, des choses comme ça. Ok, donc c'est vraiment un univers différent, on va dire. C'est une incarcération qui se passe un peu différemment. T'es un peu plus libre en CD, par exemple, non? C'est vraiment 2 mondes complètement différents. Le centre de détention, il y a quand même un peu de liberté. Enfin, ça dépend. Après, tous les centres n'ont pas les mêmes manières de procéder. Mais généralement, on a les portes ouvertes, on a les clés des cellules, donc il y a quand même une liberté. Mais un centre de détention, ils ont quand même pour mission de vous accompagner vers la sortie. Dans la réalité, c'est un peu différent, mais dans les textes, en tout cas, c'est ça. Alors que la maison centrale, il y a dans les textes, hein, dans la tête de chacun, on vous a mis là parce que vous n'avez plus de place dans la société, parce que vous êtes néfaste pour la société. Donc on vous met dans ces établissements vraiment pour vous garder jusqu'au bout, faire le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on y trouve tous les perpètes et voilà. Et justement, c'est à cette époque-là que tu commençais à rencontrer des personnes fichées dans le grand banditisme? Oui, bah, clairement. De toute façon, la maison centrale, c'est divisé en deux. Il y a tous les affaires un peu tordues. Hein, c'est eux qui t'ont donné le sentiment d'être important aussi? Ah bah complètement, parce que là, on s'aperçoit que, comme je dis, c'est vraiment... Il y a toutes les histoires un peu tordues, et d'autre côté, tu as tous les mecs qui sont fichés au grand banditisme, donc qui sont connus, qui ont des parcours, qu'on a déjà vu aux infos, qu'on a déjà vu dans les livres, dans les articles. Et là, quand il y a une proximité qui se crée, forcément, on a l'impression d'être accepté comme un semblable. Ça nous redonne confiance en nous. En quelque sorte, c'est une famille. Ça devient une famille, il y a des liens qui se créent. Voilà, parce qu'après, on partage vraiment tous les instants ensemble. Et puis,
Oui, clairement. Enfin, moi, je me rappelle, par exemple, je traînais avec un gars, un des derniers du gang des Postiches. Vu nos différences d'âge, à chaque fois, quand les autres nous voyaient, ils disaient ah, il y a le daron avec le fiston qui arrive. Voilà. Enfin, c'est dire à quel point cette proximité, elle était là, quoi. Il y a des amitiés aussi Il y a qui se une créent réelle forcément. amitié qui se crée, Parce bien que dans sûr. le sens que vous êtes un peu dans le même bateau, donc Ouais. forcément c'est toujours mieux de s'entraider que de se négliger en quelque sorte. Bien sûr. De rester seul dans son coin. Et il y a un respect aussi qui se crée parce que, bah, à partir du moment où on est entre gens qui savent se tenir, qui ont des valeurs, qui ont ce code de l'honneur, donc il y a quand même un respect qui se crée. Et bah forcément, on a beaucoup d'affinités. Et puis il y a une entraide aussi qui se met en place naturellement. Et justement, pendant ces condamnations, tu as subi un grand acharnement par rapport au directeur de la prison. On va dire, comment ça s'est passé, on va dire, ta détention à ce moment-là, lorsque vraiment tu subissais une pression vraiment psychologique, on va dire. Alors, c'était pas le directeur de la prison, c'était un juge d'instruction. En fait, quand on a été arrêté, c'était pour trafic international en bande organisée. Et on est tombé sur un juge d'instruction qui voulait absolument faire parler les gens. Sauf que, évidemment, on parle pas. Et du coup, ça a créé un conflit. Et il faut savoir que le juge d'instruction en France, c'est quand même quelqu'un qui a énormément de pouvoir. Ce magistrat, en fait, il a attendu le jour de la naissance de mon fils pour retirer tous mes permis de visite. En fait, j'étais appelé par la chef de détention. Elle me dit j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, votre fils il vient de naître, il pèse tant, il mesure tant. Mauvaise nouvelle, le juge a retiré tous vos permis de visite. Donc bon, alors là, forcément une grande colère qui nous envahit. Évidemment, je prends un téléphone, je suis en contact avec mon épouse, donc il fait perquisitionner ma cellule, il trouve le téléphone, donc je vais au mitard pour 3 semaines. Au bout de 15 jours, on me transfère à 400 km de chez moi. Donc là, je vois la directrice de l'établissement qui me dit ok, il vous reste une semaine de mitard, on les oublie. Par contre, sachez qu'ici, c'est 45 jours pour le téléphone. Et donc, comme elle est cash, je suis cash avec elle. Je lui dis, écoutez, moi, il n'y a aucun souci. Je vais être patient quelques jours. Mais si dans quelques jours, je ne vois pas ma femme et mes enfants, de toute façon, je vais reprendre un téléphone. Que je sois à mitard ou pas, ça ne change rien, je vois un téléphone. Donc, elle m'a dit, ok, les choses sont claires. Je vois la conseillère d'insertion et de probation que tous les détenus voient en arrivant. Elle m'appelle en me disant qu'elle ne peut pas prévenir ma famille puisqu'elle a reçu l'ordre du juge d'instruction de ne prévenir personne de mon entourage du lieu dans lequel je me trouve. En fait, elle est censée pas, elle a pas le droit de faire ça. Enfin, elle fait partie de l'administration pénitentiaire, donc le juge peut ordonner il peut prendre des décisions, même si elles sont pas entendables. Il a ce pouvoir. T'as pas pu te défendre correctement, justement. Donc, alors évidemment, j'ai pas pu me défendre, et en plus. T'as fait des lettres au procureur de la République. Alors, il s'est passé plein de choses. Bon. À un moment donné, voilà, ça a tellement pris d'ampleur pour moi que j'ai pensé à l'évasion. Bref, on m'a confié aux ERI, j'étais conduit à l'isolement total. Quand je suis arrivé à l'isolement total, tous les courriers que j'écrivais, j'en écrivais 3-4 tous les jours, j'ai jamais arrêté, ils étaient saisis. Donc plus personne à l'extérieur avait de mes nouvelles. Donc j'avais plus de parloir, mes courriers étaient saisis, j'avais pas le droit d'aller à la cabine téléphonique, j'avais pas le droit de communiquer même avec les autres détenus. Donc je me suis retrouvé complètement isolé. Et j'ai pris la seule arme qui me restait, c'était le stylo. Donc j'ai écrit à tout le monde. J'ai écrit au garde des Sceaux, j'ai écrit au procureur, j'ai écrit... personne ne me répondait. J'ai écrit au doyen des juges d'instruction, mais en fait c'était lui le doyen des juges d'instruction. Et à un moment donné, j'ai rencontré le directeur de la prison qui m'a dit, vous pouvez avoir tous les conflits du monde avec un juge, peu importe ce que vous avez commis, je ne trouve pas normal en tout cas que votre fils soit blâmé et qu'il ne puisse pas vous voir. Donc il m'a dit, j'ai aucun pouvoir, mais je vais quand même prendre contact avec le juge, au moins pour que vous ayez un parloir avec votre fils. Et c'est vrai que c'est un homme de parole, puisque quelques jours après, donc le juge a accordé juste un parloir. Mais étonnamment, je me suis retrouvé dans ce parloir avec mon fils, ma femme et un surveillant enfermé avec nous dans le parloir, ce que je ne savais même pas possible. Je ne l'ai jamais vu de toutes mes détentions. C'était la seule fois où je découvrais que c'était possible. Donc comme c'est un parloir exceptionnel, j'ai continué tous les jours à faire des demandes de libération, J'ai eu un renouvellement de mandat de dépôt qui a été fait, qui n'a pas été fait dans les formes. Donc j'ai fait appel sur ce document parce que je me suis rendu compte qu'il a été rectifié à mon insu par le juge d'instruction. À la cour d'appel, quand on a parlé de ce mandat. Il a facilifié, excuse-moi, ta déposition, on va dire. En fait, c'est un mandat de dépôt, c'est le renouvellement de votre placement en détention, qui doit être tous les 4 mois, puisque j'étais en correctionnel. Et ils se sont trompés, ils ont marqué 6 mois. Et c'est une erreur. C'était une erreur au départ. Et moi, quand je suis revenu à la prison, donc je l'avais dans les mains, j'ai regardé, j'ai vu ça. Donc j'ai demandé au greffier de la prison, je dis, mais il n'y a pas une erreur, c'est le mandat de dépôt. Et il m'a dit, oui, on l'a vu, on nous en a renvoyé un autre rectifié. Sauf qu'arrivé dans ma cellule d'isolement, je me dis, mais comment ils ont pu le rectifier, puisqu'un mandat de dépôt est obligatoirement signé par moi et par l'avocat, ce qui n'était pas le cas.
Et en fait, ils l'ont rectifié en dehors des règles légales. C'est pour ça qu'on appelle ça un faux en écriture. D'accord. Et du coup, je l'ai fait valoir auprès de la cour d'appel et j'ai réussi à être libéré grâce à ça.